Moi, je dis, ils vont respirer un peu. Qui ça? Mais mes followers, ça va pas de la fessée. Tu sais que les gars ont mon mal. Hein. Tu sais, quand je me mets en direct comme ça, tu vois, il y a 620 personnes qui regardent parfois. À la fin, tu as juste 35 likes et 40 partages. Les gars ont mon mal. Et tu vas chez un mec à mer, tu vas en direct, il n'y a que 200 personnes en live. Ouais. À la fin, tu as peut-être, on va dire, 119 likes. Ouais. Et au final, 1400 partages. T'imagines que si les gars partageaient mes publications de la même façon qu'ils partagent celles des autres, non, ils ont mon mal, un truc de ouf, quoi. Mais c'est une censure hallucinante de la part de tes collègues. Hein. Tu vas peut-être leur adresser un message. Qu'attention, le mec là que vous prenez pour un traître, ce n'est pas un traître. J'en sais rien, moi. Il faut que tu leur expliques quand même. Hein. Donc, non, bonjour à vous. Vous savez qu'Essa TV, c'est la chaîne du peuple. Hein, donc, voilà. Ici, on peut parler science, on peut parler même Congossa d'ailleurs, puisque rien ne m'interdit de parler de Congossa. Je suis un être humain comme vous. On peut parler du cul. On peut parler de plein d'autres choses, entre autres de la politique. Et vous savez très bien que je ne suis pas un homme politique. Et que quand il faut parler de la politique sérieusement, je préfère laisser à ceux qui font vraiment de la politique sérieusement. Et vous allez comprendre que science et politique sont compatibles. Donc vous savez depuis longtemps que je travaille avec... j'ai la chance de travailler avec un militant du MRC, ce qui me permet parfois de tester le pouls de ces militants-là. Et il se trouve que ce militant avait des choses à dire et il avait besoin de ma chaîne. Donc... je lui propose naturellement ma chaîne parce que le message, tant qu'il est positif, je sais que lui ne distillera jamais un message de haine, puisqu'il n'est pas exactement comme ces talibans-là, même s'il nie l'importance de ces talibans au sein de la partie, c'est un sujet qui fait débat entre lui et moi. Je pense que la plupart des militants du MRC ne sont pas comme lui, malheureusement, parce que s'ils étaient tous comme lui, je pouvais travailler avec eux. Parce que lui, malgré nos désaccords, on peut travailler ensemble sur beaucoup de choses concernant le Cameroun, ce qui n'est pas le cas de la plupart des militants du MRC, qui sont extrémistes, talibans et mauvaise foi. Non, mais attends, j'attends que les gens arrivent, arrête. Donc voilà, il est question aujourd'hui que je lui donne la parole et je vous prie de partager parce que là, il ne s'agit pas de moi qui vais parler. Pendant presque 20 minutes, vous allez l'écouter. Je vais juste lui poser une ou deux questions et vous aurez bien sûr le loisir de lui poser la question. Donc là, il s'agit d'un militant du MRC. Voilà, c'est pas la basse, c'est pas tout ce que vous voulez. C'est un militant du MRC. Et voilà, donc partagez dès qu'on atteint le petit nombre de 50. Je sais que les gens sont en train de manger. On se donne encore une petite minute le temps que ça monte, et puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Et en plus, ensuite, je lui donne la parole. Voilà, ceux qui ont des questions à poser, sentez-vous libre de poser des questions, mais il ne faudrait pas poser les mêmes questions 10 fois et ne posez pas une question à laquelle il a déjà répondu si vous venez d'arriver dans le direct. Ça va me pousser à être désagréable envers vous, et je pense que dans un direct qui se veut politique, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Donc, on va rester sérieux. Donc voilà. Si je veux essayer de partager cette affaire-là. Ouais, c'est soir, hein. Non, mais au soleil, là, c'est chaud quand même. Moi, je cherche au soleil. Hein. Ouais, au soleil, on a... Attends, il y a le type là qui est assis, là. Tu voulais le faire assis? Ouais. Allons là-bas, tu vas t'asseoir sur un des trucs là, de la... Ouais, le rebord là-bas. Ouais. Ça nous laisse 2 minutes. Ici, ça aurait été une bonne place. Ouais. Bon, par contre, il faudrait chasser le malin qui dort là. Qui dort sa chose. Voilà. Donc, faut partager, mes chers amis. Donc, alors, je rappelle, hein, je vais rappeler les sujets de la discussion. Vous partagez partout dans tous les groupes. Hein, même si vous êtes 20, vous partagez dans 20 groupes rapidement. Voilà. Donc, je dis encore une fois que malheureusement, à cause de certains militants qui sont très, très extrémistes, on a tendance à mettre tout le monde dans le sac. Donc, il faut parfois donner la parole à des gens qui sont modérés et qui font preuve de bon sens quand ils parlent. Voilà. Des gens avec qui un désaccord ne signifie pas que vous êtes un traître, que vous avez trahi le combat. Donc, ce genre de personnes, on peut travailler avec eux. Même si on ne partage pas totalement l'idéologie ou alors la philosophie. Hein. Donc, par contre, il faut la laisser parler. Donc, je suis totalement en désaccord avec lui sur plein de sujets, mais pourtant, il a envie de s'exprimer. Je lui donne la possibilité de m'exprimer. C'est exactement de ce type de Cameroun-là que nous rêvons tous. Un Cameroun où on ne cherche pas à vous tordre le cou parce que vous êtes en désaccord avec des gens. Voilà. Ça, c'est ce que je prône. Mais je suis encarté sur Facebook comme un terroriste, un dangereux terroriste, si bien que c'est devenu hyper compliqué de créer un compte avec mon nom. Si bien que c'est devenu hyper compliqué de créer un compte avec mon nom. Voilà. Maintenant, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Oui. Je vais vous passer la parole à Olivier. Donc, on a atteint les 50, bien sûr. Et continuez toujours de partager. Hein. Continuez toujours de partager.
Et donc, je ne répondrai pas aux commentaires désobligeants. Je vais juste me contenter de les bloquer pour ne pas troubler Olivier dans sa lancée parce qu'il ne va pas apprécier, il va me fumer après. Il va m'expliquer que je monopolise et tout. Bon, vas-y, donc ça va être à toi dans 2 secondes. Voilà. Tu es en selfie là ou... Non, je suis en mode selfie là, je ne sais pas encore passer le truc. Donc voilà, c'est bon. Je passe l'antenne à Olivier. Olivier qui est un militant du MRC, ce n'est pas la première fois que vous le voyez sur mon antenne. D'accord. Au vu des différentes actualités, il souhaitait s'exprimer sur plusieurs sujets dont je vais rappeler ici en épinglage. Ça vous évite de poser la question quand vous arrivez. Olivier, c'est à toi. Ok. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers amis de la liberté et d'un Cameroun meilleur. Bon, Serge, d'abord, je te remercie également de me donner cette petite antenne pour un peu partager les sujets de discussion qui sont devenus quotidiens que nous avons. Donc, tu as fait une petite introduction dans ton propos liminaire. Donc, principalement, je voulais partager avec vous le sujet de discussion qu'on a eu avec Serge sur le droit de manifester au Cameroun et en rapport avec les interdictions systématiques qui s'en suivent par rapport à ce droit de manifester au Cameroun. Alors, ils disent que tu parles pas assez fort. Bah, comme moi je parle fort, vous dites que j'ai une grosse voix. Hein. Donc, Olivier ne va pas crier, c'est assez calme ici. Hein. Oui, je vais parler plus fort. Si tu te rapprochais, ce serait peut-être mieux. Non, ça devrait marcher maintenant. Voilà, ça va mieux là. Oui, voilà. Voilà, donc je disais que j'allais parler un peu du droit de manifester et le mettre en perspective avec les interdictions systématiques des autorités administratives. Donc, petit rappel préliminaire, le droit de manifester est régi par une loi au Cameroun. C'est la loi de décembre 1990, c'est la loi, je crois, 50-92, je ne sais plus très bien. Mais je l'ai très bien lu cette loi, même si je ne peux pas vous restituer le numéro exact. Je vous en donne très rapidement la quintessence, c'est-à-dire les éléments essentiels. D'abord, le droit de manifester est un droit constitutionnel, c'est-à-dire que la Constitution consacre à tout Camerounais le droit de manifester. Deuxièmement, on est passé justement à travers cette loi de 1990, qui est une évolution des libertés fondamentales au Cameroun, du régime de l'autorisation au régime de la déclaration. Le troisième point essentiel, c'est le fait que l'autorité administrative, que ce soit le préfet ou le sous-préfet, a un cadre légal qui lui permet d'interdire une manifestation quand il y a un risque grave de trouble à l'ordre public. Et quatrièmement, l'autorité administrative, c'est-à-dire qui commande les forces de l'ordre dans son giron, dans son territoire de commandement, a la responsabilité d'encadrer une manifestation au moment où elle a lieu. Et peut-être le cinquième élément, il y a également un cadre légal qui est prévu pour les organisateurs d'une manifestation qui leur permet d'intenter une action en justice quand ils estiment que l'interdiction éventuelle d'une manifestation était abusive. Maintenant, comme je disais, on va mettre donc en perspective la question du droit de manifester au Cameroun avec l'actualité récente qui est cristallisée par le fait qu'on a des interdictions qui sont systématiques, notamment des partis d'opposition. En premier, le MRC. Et pas que le MRC d'ailleurs, hein, le SDF aussi. Si vous interrogez l'honorable Jean-Michel Niqueux du SDF, il vous dirait exactement ce que je suis en train de dire. Donc maintenant, la question qui est posée, la question qui est finalement intéressante à être posée, c'est la suivante. C'est que finalement, est-ce que quand vous décidez d'organiser une marche, effectivement, contre l'interdiction de l'autorité administrative, est-ce que dans ce cas de figure, est-ce que vous êtes dans l'exercice de votre droit constitutionnel ou est-ce que vous êtes hors la loi? C'est ça la question. C'est ça pour moi, c'est ça la question profonde qu'il faut se poser. Maintenant, pour analyser cette question, on va l'analyser sous 2 angles.
assez rapidement. Le premier angle, c'est celui de l'application stricte de la loi. Le deuxième, c'est celui de la démocratie, tout simplement. Mhm. Donc, celui de l'application de la loi, on va se poser un certain nombre de questions qui sont simples. C'est que, premièrement, sur d'abord la systématisation de l'interdiction. Si on constate que, effectivement, sur 100 déclarations de manifestation de l'opposition, il y en a 95 ou 98. Donc pratiquement toutes les manifestations qui sont interdites. Donc, la question que ça pose, c'est la suivante, c'est est-ce que finalement, ça ne remet pas en question le bien fondé même de la loi constitutionnelle qui garantit le droit de manifester? Je m'explique. Pourquoi? Parce que si l'autorité administrative, sur 98 demandes, sur 100 demandes, en interdit 98, ça voudrait dire que, en fait, au Cameroun, l'idée même de manifester est une mauvaise idée. Condamné. Donc, en fait, cette systématisation induit le fait que c'est comme si le législateur qui a mis en place cette loi constitutionnelle, ce texte constitutionnel, s'est trompé. Parce que si, à chaque fois que vous avez l'idée d'aller manifester, et que 98 fois sur 100, on vous dit que c'est une mauvaise idée, parce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public ou pas, quelque part, ça remet en question même le bien fondé du texte fondamental. Donc la question est, est-ce que finalement les autorités administratives sont pour le texte fondamental, la Constitution, ou est-ce qu'elles sont contre cette Constitution? Est-ce qu'il y a aussi un côté des autorités administratives à penser que les Camerounais ne sont qu'une bande d'irresponsables qu'on ne peut pas laisser manifester seuls? Est-ce que quelque part ce n'est pas une insulte aux Camerounais que de penser qu'ils sont incapables de se réunir, bien que ce ne soit pas vrai? Je pense que les Camerounais sont parfaitement capables de se réunir sans que ça ne dégénère. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas une insulte ou une provocation vis-à-vis des Camerounais que de les présenter à chaque fois comme des gens qui, dès lors qu'ils ont à exercer un droit constitutionnel qui leur est propre, c'est le droit de tout un chacun de dire qu'il n'est pas d'accord ou de manifester un certain ressentiment ou un sentiment. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine provocation que de penser à chaque fois que ce n'est que des irresponsables qui vont causer des troubles à l'ordre public? Mais évidemment que c'est une provocation. C'est à peu près clair. C'est à peu près clair. C'est clairement une provocation. Maintenant, je ne veux pas m'étaler sur la provocation parce qu'il y a d'autres éléments à dérouler, mais c'est évident que c'est une provocation. Parce que comme je l'ai dit, à partir du moment où 98 fois sur 100, on vous dit qu'en fait, on vous interdit de manifester, en gros, le signal qu'on vous envoie, c'est pour vous dire que manifester, c'est une mauvaise idée. Voilà. D'autant plus qu'il n'y a jamais eu de manifestation qui dégénère jusqu'ici. Tout à voilà. fait. Donc ça ne repose sur rien. C'est une affirmation qui ne repose sur rien d'empirique. Hein. D'ailleurs, tu me tends la perche et je pose la seconde question. C'est de dire, finalement, quand on parle de troubles à l'ordre public, qu'est-ce que le sous-préfet ou l'autorité administrative, en règle générale, met derrière la notion de trouble à l'ordre public? Il y a un vide juridique sur la question parce que ce n'est pas clair. À quel moment est-ce que, d'un point de vue purement légal, on se trouve à la frontière entre ce qui est trouble à l'ordre public et non trouble à l'ordre public? D'autant plus dans le contexte de nos grandes villes Douala, qui sont des espèces de chaos urbains où il y a une pollution sonore abominable, où les motos-taxis roulent en sens inverse, où le stationnement n'est pas régulé. Où la poubelle empêche la voiture d'avancer. Hein. Tout simplement, où les bars mettent de la musique et font du tapage à longueur de journée. Où est la limite du trouble à l'ordre public? Elle est où la limite? En tout cas, la limite d'un point de vue légal. Donc ça, c'est une grosse question qui laisse une marge d'interprétation infinie à l'autorité administrative. À partir du moment où cette marge d'interprétation est infinie, ça veut dire que son choix de présumer qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public devient arbitraire. Et je vais plus loin dans l'arbitraire en disant que finalement,
quand on pose la question bien souvent aux autorités administratives de savoir quelles sont les raisons objectives qui leur donnent qui justifient la présomption du dérapage lors de la manifestation. En général, on vous répond que l'autorité administrative a des services de renseignement, il a des informations précises qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Bien. Alors on parle là des autorités administratives qui avaient des informations comme quoi c'est Maurice Kamto qui avait ordonné les casses d'ambassade en se basant des rumeurs sur Facebook. Hein. Je pense quand même que s'il y a un risque de trouble à l'ordre public, normalement on le ressent déjà dans les réseaux sociaux, non? Tout à fait, voilà. tout à fait. Donc en général, c'est que ça ne repose effectivement sur rien. On est d'accord. Tout à fait. Et surtout, c'est pas clair. D'accord. C'est pas clair. Ce sont des raisons qui ne sont pas formellement données. On entretient un flou nuageux dans ces raisons-là. Donc, tout ceci contribue à nous faire penser légitimement que la raison invoquée est arbitraire. Maintenant, toujours sur les aspects purement, je dis, d'application de la loi, moi, finalement, en tant que Camerounais, je me demande si, dans cette question, l'autorité administrative n'est pas juge et partie. Et je vous invite à vous poser la même question. Pourquoi? Parce qu'au final, on peut se poser une question triviale. Hein. La question triviale, c'est la suivante. C'est que, je prends un exemple trivial. Quand vous vous faites agresser chez vous à la maison, que vous appelez à la police pour venir vous secourir, bien souvent, on vous dit qu'il n'y a pas de carburant. C'est ce qu'on dit partout. Je crois qu'aucun Camerounais ne peut contester ça. Il n'y a pas de carburant. Bref, on sait très bien qu'au Cameroun, la police n'est pas prompte à réagir quand un citoyen est en danger quelque part. Bien souvent, ceux qui réussissent à le secourir, ce sont les passants. Donc, la question qui se pose, moi je me pose tout bêtement, c'est de dire, finalement, est-ce que l'autorité administrative ne se dit tout simplement pas que moi, ok, il y a tel parti ou un tel autre parti qui déclare une manifestation, est-ce que je n'ai pas mieux à faire que d'allouer mes moyens de maintien de l'ordre, c'est-à-dire les hommes, le matériel, les véhicules, pour encadrer cette manifestation? Est-ce que l'autorité administrative ne se dit tout simplement pas qu'il a mieux à faire, c'est-à-dire qu'il a une utilisation peut-être plus efficace de tout son matériel que d'aller encadrer une manifestation? La question paraît peut-être triviale, mais en tout cas, elle est au même niveau de l'incongruité que représente cette interdiction systématique. Et j'insiste bien sur le fait que l'interdiction a bien un cadre légal. On ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir une interdiction. Mais à partir du moment où elle devient systématique, sans motif fondé. C'est cette systématisation qui pose véritablement question. Et là, je suis en train de mettre... On peut aller très loin sur ce sujet-là. Ici, on n'a pas le temps de s'étaler en long, en large. On va donner juste un propos de quelques minutes. Mais là, déjà, voilà quelques éléments sur le plan de l'application de la loi qui posent problème dans l'attitude des autorités administratives quant à la gestion de ce problème. Maintenant, sur la démocratie, tout simplement. Parce que j'avais dit au départ qu'on allait analyser la question sous 2 ans. Le premier, c'était l'application de la loi. Le deuxième, et d'ailleurs, j'allais oublier un dernier élément sur la loi, qui est très intéressant. Dans tout ça, bien des gens vont vous dire, mais en fait, comme je l'ai dit d'ailleurs au départ, cette même loi vous donne la possibilité d'intenter une action en justice pour aller démontrer devant le tribunal que, effectivement, l'autorité administrative qui a interdit votre manifestation a fait un abus de pouvoir. Mais moi, je m'interroge, là, encore une fois. Et on se dit, ok, il y a bon nombre d'actions
qui ont été menées Mhm. en justice, justement, contre des interdictions de manifestation, Mhm. notamment via le MSC et d'autres partis. Mhm. On peut avoir déjà un éclairage assez clair sur cette question, Mhm. dans la mesure où on peut constater que, d'un côté, il y a 98 ou 95% des manifestations qui sont interdites, Mhm. et que de l'autre côté, il y a 0% de condamnation d'une autorité administrative. Ouais. C'est-à-dire que la loi joue le jeu en fait de l'administratif. On est clairement Donc, on a- tenté de penser qu'il Il y a un mariage. un prolongement, que en fait, l'interdiction de l'autorité administrative a son prolongement au niveau de l'action en justice, au niveau des tribunaux. D'accord. Et je ne suis pas en train de dire ici que les tribunaux ne font pas leur travail. Je pense que les avocats récemment ont donné un mot d'ordre de grève qui veut tout dire. Mhm. Je ne vais pas revenir sur le sujet. Moi, je parle de manière objective. Je dis simplement que d'un côté, on a des interdictions qui sont formelles, que tout le monde connaît, Mhm. qui sont quasiment systématiques. Et de l'autre côté, on n'a aucune condamnation. Donc ça voudrait dire que s'il n'y a pas de condamnation, ça voudrait dire qu'en fait, les autorités administratives ont eu raison à chaque fois. À chaque fois. Et si elles ont eu raison à chaque fois, ça en revient à dire que finalement, si l'autorité administrative dans notre pays, 98 fois sur 100, pense qu'une manifestation publique est une mauvaise idée, ça remet en question Même le texte fondamental. Ça voudrait dire que les législateurs qui ont mis en place ce texte se sont trompés en pensant que le Cameroun pouvait gérer le droit de manifester. Mhm. Et je vais donc aller plus loin sur l'analyse sur le plan de la démocratie, tout simplement. Mhm. Sur le plan de la démocratie, la question liminaire qui arrive, c'est celle de savoir, de se poser la question finalement, est-ce qu'il n'y a-t-il pas une dichotomie forte quand d'un côté vous avez des manifestations qui sont systématiquement interdites, ou presque, Mhm. et un pays qui se dit une république démocratique. Mhm. Normalement, dans une démocratie réelle, l'interdiction devrait être une exception. Oui, effectivement. Et la manifestation... D'autant libre plus d'ailleurs qu'il devrait- s'agit d'un régime déclaratif à la Voilà. base. Hein. Donc, la manifestation libre devrait être la règle. Et J'avais- l'interdiction, l'exception. L'exception. Ici, C'est l'inverse. c'est l'inverse. Donc, Plus là, que ça déjà- même. C'est même pas une exception vu que c'est assez systématique finalement. Oui, bon, 98%, il y a quand même 2% d'exception. Bah, je sais pas, j'ai pas souvenir d'une manifestation qui a été autorisée ces derniers temps. Depuis novembre 2018, Il y où en je a pas m'intéresse un petit peu, Oui, oui. j'ai pas eu l'impression. Hein. Non, Voilà. effectivement, il y en a Donc pas eu. comme par hasard, dans ce Peut-être- contexte, on va pas faire le lien avec le contexte bien sûr. Hein. Oui, oui. C'est là. Peut-être qu'il y en a eu qui ont été C'est le hasard. autorisés avant, mais en Alors, tout cas aujourd'hui... J'avais juste une question. Est-ce que vous, au MRC, vous avez poussé un peu le bouchon loin à investiguer les conditions d'autorisation des manifestations du RDPC? Est-ce qu'ils sont soumis aux mêmes règles? Eux aussi subissent des interdictions ou pas? Non, Ou chez eux, c'est du déclaratif, on s'en tient au déclaratif, non, et au MRC, on s'en tient à la l'autorisation. seule chose que je peux dire là-dessus, parce que la seule chose que je peux dire là-dessus, c'est que ce qu'on a constaté effectivement, c'est que certaines manifestations du RDPC ont été approuvées. On se souvient de ce qui avait été organisé à l'ouest avec Ah bah, ça, le sultan Djoya. le sultan Djoya, etc. On se souvient ici que récemment, Pendaï Koka, premier conseiller de Maurice Kamto, a voulu organiser, non même pas une manifestation publique, une conférence de presse, c'est-à-dire un échange Entre la presse un homme et la presse, journaliste ouais. dans un espace clos. Mhm. Là également, il y a eu Interdiction. interdiction. Wow. Une interdiction masquée sous le fait que non, en fait, il n'y a pas eu autorisation. Bref, l'intéressé... Une conférence de presse tombe sous le régime d'une manifestation ou une réunion publique au Cameroun? Alors, je ne vais pas donner les détails, mais toujours est-il que l'intéressé lui-même, Pendaï Koka, s'est exprimé en public sur le sujet. D'accord. Il a bien dit dans son exposé
que sa conférence de presse était prévue, mais que globalement, il n'a pas pu la tenir parce qu'il y a eu des freins des autorités. Mais la question que tu poses, Serge, est intéressante parce qu'effectivement, une conférence de presse, à mon sens, ne rentre pas dans le cadre d'une manifestation publique puisque ça ne se fait pas sur la voie publique. Effectivement. Je peux décider de recevoir la presse chez moi. Je rentre sur mon droit de domicile, quoi. Tout à fait. Et c'est prévu par l'article de la conclusion. Mais toujours est-il qu'il a été obligé de tenir ce qui lui tenait finalement de conférence de presse chez lui-même. Et sur Facebook. Avec quelques journalistes en direct sur Facebook. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ont tendance souvent à dire que nous sommes des ingénieurs Facebook ou des militants Facebook, sachez que Facebook, c'est un média et que finalement, dans un régime d'autocensure, on ne donne pas la parole à des personnes qui sont capables d'apporter une contradiction. Facebook reste le seul média. Olivier, j'aurais bien aimé le voir à la CRTV en train d'expliquer ce qu'il est en train d'expliquer, qui est très important. Malheureusement, la CRTV ne lui tendra pas le micro parce que ce qu'il dira ne sert pas les intérêts du régime. Donc, faute de cela, il nous reste quoi? Le seul média que Zuckerberg nous a autorisé, même si c'est de plus en plus compliqué pour moi. Donc, je laisse Olivier continuer. Voilà. Donc, toujours sur le plan de la démocratie, là, j'ai déjà posé une question, posé un préalable. C'est-à-dire que, d'un côté, dans une démocratie qui est réelle, la manifestation publique devrait être la règle. Même pas devrait, est la règle. On est ici en France, dans d'autres pays, c'est comme ça que ça se passe. C'est la règle et l'interdiction, c'est l'exception. Chez nous, c'est l'inverse. Donc là, on s'inscrit déjà en faux par rapport aux fondamentaux même de la démocratie. Maintenant, je prends un autre sujet, enfin, un autre argument plutôt, sur la démocratie. C'est certains politiques sympathisants ou militants du RDPC vous disent que, en fait, les manifestations sont interdites parce qu'elles sont insurrectionnelles. Et la petite nuance importante à souligner, c'est que ça, ce n'est pas le motif officiel. Ce n'est pas le motif officiel, parce que ce n'est pas démontrable, matériellement. Donc, le sous-préfet se garde bien de ne pas... De donner le choix, d'expliquer l'arbitrage, d'expliquer comment ils en arrivent à cette conclusion. De ne pas supposer que les marches sont insurrectionnelles. Non. Pourtant, ils ne sont pas tenus de démontrer par hasard avec... Alors, démontrer peut-être au tribunal. Ouais, d'accord. Peut-être au tribunal, mais au moment où on interdit... Ils n'ont pas d'argument. Non. Ils n'ont pas argumenté, même pas motivé. Le seul motif, c'est risque de trouble à l'ordre public. C'est le seul motif. C'est ça. Et on ne met rien derrière. Non, en général, non. La loi ne les oblige pas. Il faut réexaminer la loi, mais je pense que non. Waouh, c'est inquiétant ça. Vous voyez vous-même le pays dans lequel vous êtes, hein, donc continuez. Certains politiques nous disent que justement que ces marches sont insurrectionnelles. Je redéfinis l'insurrection. L'insurrection, définition simple, c'est le soulèvement du peuple contre un pouvoir établi avec pour objectif de le renverser. C'est ça l'insurrection. Maintenant, on est dans un pays dans lequel il y a à peine un an, il y a un président qui a été élu, avec un chiffre officiel de 71%, 14% pour le deuxième. Soit 5 fois moins. Hein. Oui, soit 5 fois moins, tout à fait. Et on nous dit que, en fait, la minorité, 14%, serait capable de fomenter un renversement de la majorité, 71%, qui plus est majorité qui détient tous les moyens de l'État, c'est-à-dire la police, la légitimité internationale, les militaires, les moyens matériels, les moyens financiers. Donc, cette petite minorité-là, elle est capable de renverser tout ça. Et j'ai même fait une petite erreur dans mon argumentation, c'est que, en fait, là, on va raisonner par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde. Serge, il vous entretient parfois sur les mathématiques. Le raisonnement par l'absurde, c'est simple. C'est que ça veut dire on suppose quelque chose qui est faux, on suppose quelque chose de faux vrai, et on demande que ça ne débouche sur rien. Non, je vais le dire mieux. Oui, d'accord, oui. Je vais le dire mieux. Le raisonnement par l'absurde en mathématiques, ça veut dire que quand on veut démontrer qu'une affirmation est vraie, on suppose son contraire, oui. On développe par rapport à la supposition du contraire. Si on aboutit à une contradiction, ça veut dire que l'affirmation de départ était fausse. Exact. Je prends les choses de manière... Je prends cette démonstration de manière symétrique. C'est-à-dire, je dis que pour démontrer qu'une affirmation est fausse,
je développe par rapport au fait qu'elle est vraie. Et si j'aboutis à une contradiction manifeste, c'est qu'elle est fausse. C'est qu'elle est fausse, effectivement. Donc, je disais donc que comment est-ce qu'une minorité de 14% serait capable d'aller renverser une majorité de 71%, majorité qui plus est, détient tous les moyens de l'État. Une minorité qui s'est montrée dans les rues désarmée, démunie. D'ailleurs, la preuve, on les a ramassés en masse, on les a mis en prison. Ça prouve bien qu'ils sont démunis. Sans réaction quelconque du peuple. Du peuple. Du peuple, oui. Alors, si ça, ce n'est pas une contradiction, je ne sais pas ce que c'est. On est d'accord. La contradiction démontre donc bien que la supposition de départ est fausse. Est fausse. C'est important. Je vais plus loin sur cet argument-là. Je dis, si on veut... Vous avez compris les gars, l'art du raisonnement, hein, c'est très important. Si on veut se souvenir... Alors, tu as ta carte avec toi ou pas? Tu as ta carte du MRC avec toi là? Oui, je l'ai. Bah, vas-y, il y a des salopards qui demandent... Bon, tu en parles, s'il te plaît. Oui, bon. Il y a des salopards qui ont tué des trucs là. Attends, oui, heureusement, j'ai mon portefeuille. C'est important. Bon, vous êtes, je comprends pas, vous n'êtes que 170 les gars, partagez, putain, arrêtez, Urich nous pas, il va te montrer sa carte. Voilà. Voilà, il est bien militant du MRC, voilà. Bon, moi j'ai pas de carte, hein. Moi j'ai une seule carte, j'ai une carte sur moi, c'est la carte bancaire, c'est tout. Bon, on continue avec Olivier qui était justement sur la démonstration de l'incohérence du pouvoir, c'est-à-dire que il a pris les résultats présidentiels qui sont de 71% envers Paul Biya et de 14% de Maurice Kamto. Même en supposant que toute l'opposition était réunie aujourd'hui, on arrive à la démonstration d'un rapport de force craint par l'État qui n'a pas de sens. Ça veut donc dire qu'on peut envisager que l'État lui-même ne croit pas à la supposition de départ. C'est-à-dire qu'il n'a rien affirmé en fait. Rappelez-vous très bien, parce que n'allez pas l'accuser de quoi que ce soit, il est homme politique. Il y a des risques que je peux prendre dans ma communication, pas lui. Il a dit, je suppose que Paul Biya a gagné à 71%. Ça, c'est l'affirmation de départ que je suppose vraie. Oui. Et je regarde toute la série de comportements de Paul Biya, l'enchaînement, et je vois si c'est cohérent avec cette affirmation-là. Si ce n'est pas cohérent avec cette affirmation, j'ai le droit de penser que l'affirmation de départ est fausse. Voilà. Donc l'affirmation de départ, c'est Biya gagne à 71%. Et quand on voit tout le dispositif qui est installé pour contenir 14%, on peut se poser la question si l'affirmation de Biya de départ est vraie. Voilà, c'est la question qui s'est posée. Il se pose juste une question, c'est très important de rappeler. Raisonnement, pas l'absurde. Voilà. Voilà. Je vais plus loin là-dessus, sur ce raisonnement, pas l'absurde. Par rapport au pourcentage d'élections et la notion d'insurrection. C'est de dire, si on se souvient, il y a quelques temps, quelques mois, quelques semaines, des exemples de renversement insurrectionnel d'un pouvoir établi. Il y a eu le Soudan, il y a eu le printemps arabe, il y a eu tout près de chez nous le Burkina Faso, il y a eu, dans le printemps arabe, la Tunisie. On a eu le Soudan? Oui, on a eu le Soudan, ouais. Avec Omar el-Béchir. Donc, tous ces présidents-là, Omar el-Béchir, Ben Ali de la Tunisie, Hosni Moubarak de l'Égypte, Blaise Compaoré du Burkina Faso, aujourd'hui, on est tous d'accord de se dire que ces présidents-là n'avaient pas la réputation d'être des grands démocrates. Tout à fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, il y a une similitude qui les lie, c'est qu'ils sont tous présidents avec une longévité au pouvoir exceptionnelle pour des pays qui sont gangrénés par des difficultés socio-économiques et politiques. Et donc, ceux qui prétendent que les marches de l'opposition sont surrectionnelles, en particulier celles du MRC, ça veut dire qu'ils supposent... On va commencer à avancer le bureau. Ça veut dire qu'ils supposent que ce qui peut arriver ce qui est arrivé à ces chefs d'État-là pourrait arriver au président actuel. Donc, ça veut dire qu'ils assimilent donc le président actuel du Cameroun à ces présidents-là. Tout à fait. Sachant qu'on est d'accord que ces présidents-là n'ont pas la réputation d'être, n'avaient pas la réputation d'être démocratiques, ils attestent donc qu'aujourd'hui, notre président, celui qui est en service, lui non plus ne peut pas bénéficier d'une réputation démocratique. Parce qu'il est soumis au même risque, lié directement à l'exercice, à l'application des concepts de la démocratie. Ça veut donc dire qu'on arrive encore à une autre contradiction, qui est celle qu'on a un président qui,
de la déduction logique de la position de certains politiques n'est pas démocratique, mais on est dans une république démocratique. Autre absurdité. Une autre contradiction qui remet en question... C'est même plus qu'une contradiction, c'est une absurdité. C'est une absurdité. C'est une absurdité. C'est une absurdité. Ouais. C'est une absurdité, tout à fait. Et donc on arrive là à comprendre que, en fait, l'accusation de marche insurrectionnelle, elle est fallacieuse, tout simplement. Elle est fallacieuse. Tout à fait. Et maintenant, bon, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, je peux m'étaler sur le sujet. Oh bah, tu pourras revenir demain, il n'y a pas de problème. Tu pourras revenir demain, c'est long. Je vais peut-être essayer d'écourter. Dire que finalement, je vous ai donné quelques éléments de réflexion pour finalement avoir des éléments de réflexion quand vous vous posez la question, bon, au final, quand je suis au centre du jeu et que j'ai d'un côté la loi constitutionnelle qui me donne le droit de manifester, et la loi constitutionnelle est claire, elle ne définit pas, elle ne dit pas que, elle ne donne pas de restrictions sur la portée sociopolitique de messages quand vous manifestez. Elle ne donne pas de restrictions. C'est la liberté d'expression. Il y a une seule restriction qui est circonscrite par la loi. C'est que dans le message que vous portez, il ne faut pas qu'il soit hors la loi. Je donne un exemple très simple. En France, ici, l'apologie au terrorisme, c'est un crime. Si vous marchez avec une pancarte, avec l'effigie de Ben Laden pour dire que c'est le meilleur... Prison, direct. Voilà. Vous êtes hors la loi, c'est simple. Si au Cameroun, l'homosexualité, c'est un, je crois, délit ou crime, je ne sais plus très bien, au Cameroun... Moi, je ne sais même pas. Tellement on s'en fout, en fait, en réalité. Je ne sais pas quelle est la qualification de Si vous sortez dans la rue avec une pancarte, vous voulez faire une gay pride, vous êtes hors la loi. C'est une manifestation qui doit être interdite de fait, parce que c'est la loi. Parce que le message qui véhicule est hors la loi. Maintenant, dire que je ne veux pas la guerre aux nozo, ce n'est pas être hors la loi. Voilà. Dire qu'on veut l'eau potable. Dire que je ne suis pas d'accord, je veux l'eau potable, la gouvernance ne me plaît pas, ce n'est pas être hors la loi. Dire qu'on veut que Biya, au lieu de demander les preuves à Maurice Kamto de sa victoire, apporte lui-même les preuves qu'il a gagnées, c'est pas de la loi. Puisqu'ils sont tous candidats à égalité. Voilà, et on rappelle quand même qu'on a tendance à demander à Maurice Kamto d'apporter la preuve de sa victoire, alors que M. Biya lui-même n'a jamais établi, au-delà de tout doute raisonnable, la preuve de sa victoire. On pourra parler de ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel plus tard, mais je peux dire certaines choses dessus, mais je veux rester sur ce que j'avais à dire. C'est qu'au final, quand vous êtes donc entre le marteau et l'enclume, vous vous dites au final, il faut agir dans le sens de la loi, tout simplement. Dans le sens de la loi et la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes veut que la Constitution soit la mère des lois. On est d'accord. Toutes les lois internes. Et qu'au-dessus des lois, au-dessus de la Constitution, il y a toutes les normes internationales. Et que notre Constitution, elle est en phase. Elle fait appel à ces normes internationales. Voilà. Vous dites qu'elle est conforme. Elle est conforme. Elle est en conformité avec ces standards-là, oui. Tout à fait. Tout à fait. Un peu comme quand tu vends un ventilateur, tu dis il est conforme aux standards, à tous ces standards. Voilà. C'est la même chose. Voilà. Comme chez nous, on dit là, dans notre métier, là, certifié Eurovent. Certifié Eurovent, voilà, c'est ça. Ça veut dire que l'équipement est conforme aux standards en vigueur. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et dire que finalement, c'est dommage, ça ne grandit pas notre démocratie. C'est qu'au Cameroun, finalement, les manifestations, on a de bonnes raisons, on a toutes les raisons possibles de penser que, en fait, elles sont interdites. Tout simplement parce que le message sociopolitique qui est porté à travers ces manifestations ne plaît pas aux gouvernants en place. J'ai failli tout tomber. Donc, vous êtes arrivé à la conclusion. Le temps qu'on chemine vers le bureau, qu'avez-vous pensé de ce qui s'est passé à Bolova? Qu'est-ce que vous avez votre mot? C'est en question sous les yeux. Donc, je rappelle ici qu'Olivier avait une allocution cet après-midi à faire concernant le droit de manifester, parce qu'on a tout entendu
On a entendu tout et n'importe quoi de la part de nos experts. La preuve est qu'il n'y a pas besoin d'être un expert en droit pour pouvoir comprendre. On n'est pas juriste. La preuve qu'il n'y a pas besoin d'être expert en droit pour pouvoir faire le décortiquage de la Constitution ou des lois sur le maintien de l'ordre comme il vient de le faire de façon brillante. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour se poser les bonnes questions sur la cohérence de l'attitude du gouvernement vis-à-vis des résultats qu'elle-même proclame. C'est juste une question de réflexion. Vous voyez donc que si on s'assoit tous autour d'une table et qu'on commence à se poser des questions nettes sur le fond du sujet, vous allez voir qu'il y a beaucoup de sardinats même qui peuvent se poser des questions. Là, il s'agit des questions que n'importe... Là, il ne s'agit pas d'une question partisane, attention. La question qu'il a posée tout à l'heure là, pour démontrer par l'absurde son raisonnement, un sardinat peut aussi bien arriver à la même conclusion. C'est-à-dire que le sardinat il a le droit de demander à Paul Biya Kemal. Puisqu'il se réclame être démocrate. Voilà. Et d'ailleurs, je vais même rajouter, le sardinat peut demander à Paul Biya Kemal, dis donc, si nous on t'est élu à 111% et que nous on est toujours avec toi, tu as peur de qui alors? Comment? Pourquoi il y a autant d'armées dehors? Le sardinat considère que c'est Biya qui a gagné. Et le sardinat considère qu'ils ont été à 71% à voter Paul Biya, ce qui veut dire que vaut 14%? Rappelons quand même que 14%, rappelons quand même que 14%, c'est 1/5 de 71%. Ça veut dire en fait que, selon les résultats que Paul Biya lui-même a proclamés, il pèse 5 fois plus que Maurice Kamto. Et donc les sardinats devraient se sentir aussi insultés par l'attitude de Paul Biya parce qu'ils ont donné une majorité claire, nette et précise à Paul Biya qui n'a pas l'impression d'être rentré dans son oreille. C'est-à-dire que Paul Biya n'a pas l'impression de réaliser la majorité que le sardinat lui a donnée. Donc la question qu'Olivier se pose là tout à l'heure est tout aussi valable pour un sardinat. Donc il n'y a pas que le MRC qui peut se poser cette question. Pourquoi, quand on gagne à 111%, on a peur d'une petite manifestationnette, si je veux dire. Je me place dans le référentiel. On est toujours là, bien entendu, dans le référentiel du gouvernement en place. C'est ça, parce c'est que ça. Dans notre référentiel à nous, ces résultats ne sont pas valables. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Non. Mais on se place dans leur référentiel à eux on n'est pas là pour analyser leur mouvement. Le référentiel, ce n'est pas celui de la contestation du résultat. Voilà. C'est celui de la réflexion sur la base du résultat. De la base du résultat, effectivement. Donc, en se plaçant dans ce référentiel, vous voyez que vous soyez sardinat ou tontina, la réaction du gouvernement en place interroge. Voilà. Et on voulait chacun juge de votre conscience, de vous poser les questions là-dessus et de voir. Donc nous, il s'agit d'un pays qu'on va tous laisser à nos enfants, donc posons-nous la question. Je voulais demander à mon camarade ici présent, donc je pense qu'il reviendra sur un autre direct, pour vous expliquer pourquoi ceux qui pensent que Maurice Kamto va à l'élection législative... que le MRC. Voilà, il va vous expliquer pourquoi ceux qui pensent que le MRC qui va aller aux élections législatives a tort d'y aller. Donc il va vous expliquer pourquoi ceux-là ont tort de penser cela, pardon. Je n'arrive pas à bien formuler. Ouais. Je veux dire, en gros, il y a des personnes qui s'élèvent, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que Maurice Kamto devrait contester les élections législatives et surtout contester tant que Mamadou Mota est retenu prisonnier. Bon, là, il s'agit des discussions qui n'ont rien à voir avec la politique, attention. On n'est pas sur la morale ici, on n'est pas sur... là, si d'un point de vue purement politique, il va vous expliquer pourquoi Maurice Kamto doit y aller. C'est un militant du MRC. Et voilà, donc c'est la raison. Je pense qu'on va revenir peut-être demain si on a le temps, parce que demain, je prends le TGV. Sinon, on fera ça lundi, mais j'espère qu'on pourra le faire demain. Une autre petite demi-heure. Donc prenez rendez-vous quand même demain si on y arrive. Ça dépend, on va essayer d'aller manger plus tôt. On se débarrasse de ça rapidement. Donc prenez rendez-vous demain midi. Il vous expliquera pourquoi Maurice Kamto doit aller à... Mais je peux. Il va rajouter quelque chose. Non, je vais répondre à cette question-là rapidement. Mais alors, tu développes, parce que c'est très important. Oui, c'est très important. Juste 2-3 minutes. D'abord, une précision. Il s'agit des élections locales, législatives et municipales. Donc, il y a un abus de langage dans ta manière de poser la question, Serge. D'accord. Il ne s'agit pas de Maurice Kamto. Il s'agit du MRC. MRC, effectivement. La nuance est fondamentale. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, je le redis encore, le MRC n'appartient plus à personne. Le MRC, c'est un mouvement national populaire. Il est ouvert à tous les Camerounais. Aucun Camerounais n'est exclu. Sauf à moi peut-être, mais bon, c'est juste pour plaisanter. Vas-y. Oui, c'est juste pour plaisanter. Aucun Camerounais n'est exclu. Tous les Camerounais sont invités. Donc c'est une question du MRC, premièrement. Deuxièmement, vous savez qu'au Cameroun, il y a 300 partis politiques. Tant que ça? Oui, au moins 300. Ça ne veut pourtant pas dire qu'il y a 300 idéologies différentes. Ouais. En fait, au Cameroun, ce qui se passe, c'est qu'on a associé la corruption au clientélisme. On crée plus de partis politiques au Cameroun que des PME. C'est ça. C'est inquiétant, ça. Donc, en fait, au Cameroun, dans l'esprit des gens, quand on veut exister politiquement, il faut absolument créer un parti politique. D'accord. Parce que c'est un jeu de positionnement pour finir par arriver à une position où vous allez vous faire voir
on va vous donner une position préférentielle dans tout l'appareil de la gouvernance. Donc au final, ce qui se passe, c'est qu'on a une démocratie de façade. On a une démocratie qui est une coquille vide. C'est-à-dire qu'il y a les contours, il y a les process, les procédés d'une démocratie, les élections, etc. Il y a les frontières, mais il y a un contenu vide. Mais la substance est vide. D'accord. La substance est vide. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence avec le MRC, et c'est pour ça que moi j'ai adhéré au MRC, c'est que le MRC s'inscrit en faux de cette façon de faire la politique. Le MRC, c'est un parti qui fait la politique pour être en situation de pouvoir diriger le pays et mieux le diriger. Voilà pourquoi on s'engage. Voilà pourquoi nombre de camarades ont pris des risques, même des risques pour leur vie. Et aujourd'hui, compte tenu de cette atomisation de l'opposition, atomisation qui est assise essentiellement sur le principe du clientélisme politique, c'est-à-dire le fait d'être... Je suis président ici, je suis un parti politique ici, même si je n'ai que 3 militants, on me voit quand même, on peut me coopter un jour ou l'autre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de socle pour que ces partis politiques coalisent et créent un groupe fort, une coalition forte qui est capable de créer un contre-pouvoir vis-à-vis des gouvernants en place. Donc, si aujourd'hui le MRC décidait de ne pas aller à cette élection, ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont y aller. Tout à fait. Et en fait, le fait de ne pas aller à l'élection, ça ne changera rien du tout. On est d'accord. Ça ne changera rien du tout. Au contraire, pour nous, aujourd'hui, les feux sont ouverts pour aller à cette élection et faire un score record. C'est ça l'objectif. Donc, ceux qui pensent que, en fait, on doit boycotter, je crois qu'ils n'ont tout simplement pas compris les enjeux. On est d'accord. Donc, comme vous avez compris, il a donné là les premières bases de ce qui pourrait être le prochain débat. Je vois des personnes là qui me demandent de continuer comme ça. Je rappelle que je fais exactement ce que je veux sur ma page. Je ne suis pas un homme politique. Quand il s'agit de parler politique, je fais appel à quelqu'un qui est un politicien. Je ne suis pas du MRC, je ne suis d'aucun parti. Ça, c'est la petite nuance que vous avez souvent du mal à comprendre. Et ce qui fait donc que dans mon rôle d'activisme, j'ai le droit à une certaine indépendance. Je la revendique même. C'est-à-dire que j'ai le droit de dire ce qu'Olivier a dit tout à l'heure. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il a parfaitement le droit de le dire. Et je pense que s'il doit le dire, il n'a pas de page pour le dire. Il a voulu le dire et je lui ai proposé ma page pour le faire parce que tous les messages constructifs doivent être entendus. Ce n'est pas parce qu'un message est constructif que ça veut dire que je suis d'accord avec ce message-là. Donc il faut bien faire la nuance. Donc je ne suis pas un politicien, je suis un activiste. Et il le sait très bien que mon dada, c'est de soigner les mentalités, c'est de fouetter les Camerounais. Et c'est un rôle que j'apprécie à merveille. Là, il ne s'agit pas de ça. Donc je fais pleinement la part des choses. Je fais la part des choses. Et donc... je ne suis pas là aujourd'hui ce midi pour vous apporter une fessée, mais j'ai voulu vous apporter un peu d'éclaircissement. Espérons donc que comme ces éclaircissements ont été faits par un homme politique très pondéré, vous allez mieux l'entendre et avoir les réactions qui vont avec, c'est-à-dire que l'indignation. Commencez à se poser des questions, lisez vos textes de loi et évitons à chaque fois d'être abusés autant. Donc vous dites que nous sommes une nation de personnes et d'un peuple, nous sommes un peuple éduqué. Il ne faudrait pas qu'il y ait ce type d'abus chez nous ou des autorités qui parfois n'ont même pas le cas de vos diplômes à vous-même. Je rappelle quand même que l'ENAM, c'est 3 ans, il me semble. Donc c'est maximum bac plus 4 en termes de niveau. Ce n'est pas ces gens-là qui doivent interpréter la loi pour vous. Nous aussi, on doit pouvoir interpréter la loi et leur dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font. Voilà, c'est tout ce que je vous demande d'avoir, de méditer. Et effectivement, si vous n'avez pas partagé la page parce que vous avez mon mal, parce que vous avez toujours pensé que je suis un ennemi du MRC, c'est votre droit. Donc j'ai là en face de moi un militant du MRC qui n'a pas spécialement envie de me sauter sur la gorge. Ce qui veut dire en fait que soit on est MR6, donc on est Mouvement pour la Renaissance populaire du Cameroun, pardon, ou alors on est un taliban. C'est le taliban en fait qui interprète la contradiction comme tout un drame. S'il avait été un taliban, il ne serait pas venu s'exprimer là parce qu'il aurait considéré que je suis l'ennemi. Donc vous voyez bien qu'il faut... nous ne sommes pas responsables d'un certain nombre de choses. Nous apporterons toujours de temps en temps ce type d'explication parce que ce n'est pas à la CRTV que ça va arriver. Ça arrive avec Equinox de temps en temps. On trouve que ce n'est pas assez. Donc à chaque fois, il faut y contribuer. Donc celui qui pense qu'il a quelque chose à dire, il n'a qu'à le dire. Et puis voilà. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très belle journée. Puis nous retournons pointer notre argent parce que c'est quand même de ça qu'on vit. On ne vit pas du MRC. On vit pas de... On a besoin d'un cap. Allez, bonne journée à vous. À la prochaine. Direct qui sera bien évidemment disponible dans quelques instants sur YouTube. D'accord ? Et je vous invite évidemment à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube Serge Anango parce que d'ici un moment, d'un moment à l'autre, je vais quitter Facebook puisque cette page sur laquelle vous me voyez elle peut être amenée à disparaître à tout moment puisque avec moi, rien n'est stable, rien n'est certain sur Facebook.
Donc sachez qu'à chaque fois, vous pouvez venir me chercher, vous ne me trouvez pas. Et donc, il faudrait avoir le réflexe de chercher les SATV. Donc, on est à 7.0. Après, la 7.0, ça va être la 7.1. Donc, si vous voyez que la 7.0 a disparu, cherchez la 7.1. Mais surtout, cherchez-moi sur YouTube et allez vous y abonner en masse. Et pour ceux qui partagent l'esprit SATV, qui l'ont compris d'ailleurs, puisque très peu de personnes le comprennent, c'est la raison pour laquelle ils ne partagent pas. Mais quand ils vont comprendre, ils vont regretter tout ce temps qu'ils n'ont pas compris. Partagez aussi ma page YouTube et incitez beaucoup de gens à s'y abonner en invitant toute votre liste d'amis. Voilà, j'ai besoin de 1000 abonnés, pas plus. Je vous souhaite une très très bonne journée. Olivier qui vous souhaite aussi une bonne journée. Au revoir.